Mesdames et messieurs, dans la conférence de vendredi dernier, j'ai étudié le dossier des dons faits par Philétairos de Pergame à la cité de Cyzique et j'ai examiné en particulier les différents sens possibles de la formule synagoge ton neon. J'ai avancé l'idée qu'il était fort possible que nous ayons là un des premiers indices de l'apparition des néoi comme un groupe à part entière au sein de la cité. J'ai également examiné l'idée d'André Chankowski selon laquelle chaque fois que les néoi sont bénéficiaires d'un bienfait, comme à Cyzique, il ne faut pas entendre le terme dans un sens technique, les jeunes citoyens âgés de 20 à 30 ans, mais dans un sens plus général la jeunesse du gymnase, c'est-à-dire toute la communauté du gymnase au sens large, y compris très probablement les jeunes d'âge éphébique. Si l'on suit cette hypothèse, toute mention des néoi au sens large pourrait laisser supposer l'existence d'une éphébie. Cette hypothèse est fondée sur une discussion détaillée et soigneusement argumentée à laquelle je ne peux, dans le cadre de la présente conférence, rendre pleinement justice. Mais je dois marquer mon désaccord avec l'hypothèse d'André Chankowski sur ce point précis. Ce dernier prend appui sur les remarques formulées par Philippe Gautier et Miltiade Atsopoulos à propos des catégories d'âge parmi les usagers du gymnase de Beroia, telles qu'elles apparaissent dans la loi gymnasiarchique de cette cité, publiée il y a près de 20 ans, dont vous avez déjà vu le début. Cette très longue loi de plus de 200 lignes, le seul texte de ce genre que nous possédions pour l'ensemble du monde grec, fut adoptée par la cité de Beroia vers 180 avant Jésus-Christ. Outre des questions comme la discipline, elle réglemente l'élection annuelle d'un gymnasiarque par la cité. Je résume brièvement les principales conclusions des éditeurs. À Beroia, les usagers du gymnase sont ceux d'âgés de moins de 30 ans, un seuil qui, je cite, marque nettement la limite d'âge qui sépare les jeunes gens des hommes faits. Les trois termes, néoi, néaniskoi et néoteroi, sont à Beroia rigoureusement synonymes, bien que néoteroi n'apparaisse qu'une seule fois dans un sens relatif. Le terme néoi désigne la collectivité des jeunes gens, par exemple, quand il est question de leurs revenus. Néaniskos ou néoniskoi est quant à lui employé dans un sens plus spécifique lorsque les jeunes gens sont traités en tant qu'individus, comme membres d'une équipe ou comme usagers de l'établissement et soumis à ce titre à l'autorité du gymnasiarque. Les éphèbes, âgés probablement de 18 à 20 ans, forment un groupe distinct de celui des néoi. Bien qu'ils soient au seuil de la néotesse et s'entraînent aux côtés des néoi les plus jeunes, ceux de 20 à 22 ans, ils ne se confondent pas avec eux. Les néoi, les hommes adultes de 20 à 30 ans, sont ceux que Gautier et Atsopoulos appellent les gens du lieu, c'est-à-dire le principal groupe d'usagers. Le gymnase est leur domaine. Jamais Gautier et Atsopoulos n'envisagent l'hypothèse selon laquelle le mot néoi pourrait désigner toute la jeunesse du gymnase sans distinction, comme le suggère André Chankowski. Pour ce dernier, en effet, dont je cite le résumé, peuvent être également désignés par ces termes, néoi et néaniskoi, les deux classes d'âge à la fois, celle des éphèbes et celle supérieure aux éphèbes, autrement dit, toute la jeunesse du gymnase, à l'exception des paides. Il en résulte que seul le terme éphébos est rigoureux et technique, alors que les termes néoi et néaniskoi sont plus vagues. Fin de la citation. Il me semble, au contraire, qu'un élément précis ressort clairement de toute la discussion, à savoir que les groupes d'usagers sont parfaitement distingués les uns des autres,
à la fois par l'âge et par le statut civique. Gautier et Atsopoulos n'affirment certes aucunement que les catégories observées à Beroia se retrouvent telles quelles partout ailleurs et à toutes époques. Mais la distinction entre les éphèbes et les néoi me semble si fondamentale que je doute fort qu'on ait pu s'en affranchir en donnant deux sens différents au même mot à l'intérieur d'un seul et même contexte gymnasial. Traduire néoi par la jeunesse du gymnase revient à brouiller ses limites, pourtant très tranchées, et c'est pourquoi je m'efforcerai ici d'éviter une telle expression. En disant cela, je ne nie absolument pas le fait que les néoi et les éphèbes se côtoyaient de très près, à la fois dans l'enceinte du gymnase et dans la vie rituelle de la cité. Mais je préfère souscrire à ce qu'écrivait autrefois Philippe Gautier, je le cite, « La mention des néoi suffit à indiquer qu'il s'agit ici du gymnase. En effet, même s'il est fréquenté aussi par de plus âgés ou par de plus jeunes, le gymnase est par excellence le domaine des néoi. Autrement dit, le terme néoi peut quelquefois désigner le gymnase, par une sorte de brachylogie. J'aimerais, dans la conférence d'aujourd'hui, explorer davantage les premiers développements des néoi en tant que collectivité et observer en particulier la relation qui existe entre les néoi et la communauté civique. J'examinerai pour ce faire les quelques documents qui attestent l'existence de néoi au début du IIIe siècle, avant Jésus-Christ. Dans tous les cas considérés, il me semble que la catégorie des jeunes gens s'est alors cristallisée en un groupe doté d'une identité bien définie, un phénomène que nous avons déjà pu observer à Cyzique. Je m'interrogerai d'abord sur la nature de ce groupe. S'agit-il d'un groupe à caractère privé, associatif ou autonome ? Je prêterai également attention au sens précis du mot néoi. Était-il employé, le cas échéant, dans une acception large au sens de la jeunesse en général? Mis à part Cyzique, où je ne vois aucune raison de donner au mot un sens aussi large, les témoignages les plus anciens que je vais passer en revue proviennent de Pharsale en Thessalie, vous avez la carte aussi dans votre dossier, de Halicarnasse en Carie, de l'île de Samos, de Milète, d'Ilion en Troade et enfin de Héraclée du Latmos en Carie. Je discuterai en outre brièvement, mais uniquement pour l'exclure de ma liste, le témoignage considéré comme le plus précoce sur l'existence d'un corps de néoi, à savoir un document de Trézène au nord-est du Péloponnèse, sur l'autre rive du golfe Saronique par rapport à Athènes. En me concentrant sur ces premiers témoignages, je ne cherche pas de façon simpliste à débusquer l'origine des néoi. Étant donné le caractère très parcellaire de notre documentation, j'ai bien conscience que la première occurrence d'une institution ne fournit guère d'indications probantes. De ce point de vue, le développement des néoi en tant que groupe est tout à fait différent de celui de l'éphébie, car nous savons que l'introduction de l'éphébie à Athènes fut le résultat d'une réforme sanctionnée par la loi. Il est probable que le même genre de procédure légale fut nécessaire dans toutes les autres cités où l'institution éphébique fut établie. En revanche, sauf erreur grossière de ma part, je ne pense pas qu'un tel acte de législation ait été nécessaire pour qu'apparaissent des groupes de néoi, et cela pour les raisons que j'ai mises en lumière la semaine dernière. Les néoi existaient déjà en tant que classe d'âge, aussi bien dans un sens large que comme section du corps civique, dans un sens politique et militaire. Bien qu'ils fussent dépourvus, encore dépourvus, et cela est d'une importance capitale pour mon propos, d'une véritable identité collective bien définie.
Dans la seconde partie de ma conférence, je m'attarderai sur une inscription de la cité de Xanthos en Lycie, datée de 196, un document bien connu et déjà commenté à maintes reprises. J'essaierai, en partant de ce texte, d'étudier la position des Néoi en tant que communauté du gymnase dans leur rapport avec la cité. Mon but est de montrer que, bien qu'associé au monde du gymnase, le terme néoi ou néaniskoi ou néotoroi est et demeure fondamentalement lié au fait d'appartenir à un ensemble politique plus large. Les néoi étaient d'abord et avant tout les jeunes citoyens, et leur jeunesse n'a de sens qu'à travers les rapports qu'ils entretiennent avec la vie de la cité. À quelques rares exceptions près, la plupart des savants ont admis que la présence de Néoi était attestée pour la première fois à Trézène dans une inscription généralement datée de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous l'avez dans votre dossier sous le numéro 1. Clarence Forbes écrivait ainsi dans son livre sur les Néoi, je traduis de l'anglais, « L'institution des Néoi dura pendant 7 siècles, du IVe siècle avant au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il est remarquable, étant donné son lien étroit avec l'institution des éphèbes, que cette durée de vie recouvre exactement celle du collège éphébique athénien qui prit son essor à la même époque, 1 ou 2 décennies sans doute avant les néo-trézéniens. Trézène, je cite toujours, était proche d'Athènes et elle fut la première cité à instituer un système éphébique modelé sur celui des éphèbes athéniennes, et il est probable que ces néoi étaient destinés à devenir l'équivalent des éphèbes diplômés, postgraduate ephebes d'Athènes. Dans un article récent consacré aux Néoi im Hellenistischen Gymnasium, Boris Dreyer suit à la lettre les conclusions de Forbes. Et dans le même volume, Christoph Schuler souligne à juste titre que l'inscription témoigne dès cette époque très précoce de l'existence d'une gymnasiarchie à caractère civique associée à l'éphébie. Et il en vient à s'interroger sur la date proposée par le premier éditeur. Schuler serait lui-même enclin à descendre cette date vers le début du IIIe siècle, comme le fait également André Jankowski. Mais ni Schuler ni Jankowski ne s'interrogent sur la présence dans ce document des Néoi aux côtés des éphèbes, ces derniers étant attestés de façon certaine, comme vous voyez à la ligne 5. Kai ton ephebon. L'inscription en question est un décret en l'honneur d'un gymnasiarque. Le texte que vous trouverez dans votre dossier est celui de Maximilien Fraenkel dans l'édition des IG. Il n'est pas question ici de proposer une relecture du texte dans son entier et je n'ai pas donné une traduction parce que la restauration me semble être beaucoup trop incertaine. J'indiquerai simplement quelques points. Premièrement, au début de la ligne 6, le mot néon est, comme vous le voyez, en grande partie restitué epimemeletai de kai ton ephebon et alors restitué homoios de kai ton néon. Nous ne disposons que d'un facsimilé, mais il est précis et présente donc un certain intérêt. Le dessin suggère en effet que la deuxième lettre de la ligne 6 ne peut pas être un epsilon, un néon, comme vous voyez là. Il ne subsiste de cette lettre qu'une haste verticale, sans aucune trace, semble-t-il, des 3 barres horizontales d'un epsilon. Et en outre, sans la place nécessaire pour le loger.
En outre, la place manque à gauche de cette haste verticale pour insérer un nu. La proposition du premier éditeur, Paidon, ne convient pas non plus pour les mêmes raisons. On ne voit pas le delta. Deuxièmement, la longueur des lignes à droite est tout à fait incertaine. On le voit parfaitement à la ligne 2, où après Edoxe, on attend le nom de l'instance qui a pris la décision, à savoir quelque chose comme Edoxe to damo ou Tais sun archiais velsim. On peut comparer là avec d'autres décrets. On attend ensuite, d'après d'autres textes similaires, un verbe à l'infinitif, epainesai, suivi du nom de charmos à l'accusatif. Les lignes doivent alors être plus longues. Par conséquent, il faut écarter la restitution de kaiton ephebon, homoios de kaiton neon dans les lignes 5, 6, la phrase étant par ailleurs maladroite en grec. Les lettres on au début de la ligne 6 n'appartiennent pas nécessairement à la désinence d'un mot au génitif pluriel. Il pourrait également s'agir d'une forme de participe présent au masculin singulier dont dépendrait la proposition finale hoppos eutaktonti, qui se porte bien avec discipline. Un autre décret honorifique, IG 4 753, la référence est dans votre dossier, probablement un peu plus tardif, de la même cité, lui aussi pour un gymnasiarque et dans lequel les éphèbes sont bien présents, ne fait quant à lui aucune mention des néoi. Et il me semble qu'il doit servir de point de départ à toute restitution de notre décret. Si Forbes a raison de croire que les Tréséniens s'inspirèrent du modèle athénien pour instituer leur propre éphébie, ce qui me paraît fort plausible, on doit relever que l'absence des néoi ou de tout autre corps similaire dans le système athénien est une raison de plus pour douter qu'ils aient existé à Trésène. Le don de 26 talents pour l'huile, fait par Philétaïros aux Cyzicéniens, est l'un des tout premiers exemples de fondation de ce genre. À Thespie, en Béotie, probablement dans les années 260 avant Jésus-Christ, le même dynaste consacra des biens fonciers à Hermès, Ento et Léocristion. C'est le numéro 2 dans votre dossier. Philétaïros, fils d'Atalos, Pergameus, a consacré Anéthèque, la terre Tangane, à Hermès pour la provision en huile en don permanent, enton pentachronon. Le nom de dieu Hermès suggère fortement un contexte gymnasial ou en tout cas agonistique, mais nous ignorons tout de l'institution qui fut bénéficiaire de ces dons, bien qu'une offrande du même lieu adressée au début du IVe siècle à Hermès et Héraclès suggère elle aussi le contexte du gymnase. Avant Philétaïros, on ne connaît qu'une ou deux offrandes de ce type, parmi lesquelles est celle d'une somme d'argent d'un montant indéterminé, exprimé en drachmes et non en talents, consacré par le roi Démétrios Poliorcète au dieu thébain pour Léocristion et prélevé à titre de dîme d'hécaté sur le butin pris aux Rhodiens en 306. Le bienfait lui-même date de 304 avant Jésus-Christ. Comme Pierre Frelich l'a montré dans son article du volume L'huile et l'argent, récemment paru, nous possédons fort peu d'exemples de ces fondations évergétiques pour la fourniture d'huile et aucun des exemples attestés n'appartient à une époque aussi ancienne. Il faut vraisemblablement suivre Frelich quand il cherche à expliquer ce faible nombre d'attestations par le fait que le gymnase, en tant qu'institution civique, est donc bénéficiaire de ce genre de bienfaits remarquables et durables,
n'en était encore à cette époque qu'à ses tout premiers développements. Ni le bienfait de Philétaïros, ni celui de Démétrios Poliorcète ne sont adressés à une institution nommément désignée. Ce fait soutient, à mon avis, l'idée que j'ai formulée auparavant, à savoir que la formation de groupes gymnasiaux bien identifiés n'en est encore qu'à ses balbutiements. Un autre document s'insère dans le même contexte. Il s'agit d'une fondation de Pharsale en Thessalie, datée de la première moitié du IIIe siècle. C'est le numéro 3 dans votre dossier. Le document suscite d'emblée de l'intérêt à cause de la personnalité du fondateur, Léonides, fils de Protéas, qui appartient probablement à une famille d'Halicarnasse en Carie, dont les membres sont connus comme proxènes de Pharsale, mais aussi d'Histiée en Béotie et de Delphes. On ignore cependant la nature de leur lien avec la Grèce centrale, peut-être s'agit-il de marchands. Léonides était en tout cas un homme riche. Par ailleurs, les clauses du règlement de fondation sont assez détaillées. Léonides fit don à la cité de Pharsale d'un portique et de boutiques, c'est la ligne 1, sur les revenus desquels les trésoriers publics, les tamiaï, devaient à l'avenir acheter en permanence, dia biou, c'est un peu maladroit, l'huile pour les néaniskoi, hoi ento gymnasio alei fomenoi, les jeunes gens qui soignent dans le gymnase, c'est la ligne 3, et la fournir chaque année aux gymnasiarques. En outre, les mêmes trésoriers devaient verser prosdidotosan, la ligne 4, 2 mines par an aux gymnasiarques pour l'organisation d'un concours gymnique et d'une course au flambeau, la ligne 5. Le concours devait porter le nom de l'évergète, les Léonidea. Hode agon pros agoreiesto Léonidea. On devine à travers cette fondation des liens très étroits entre les gymnases, les gymnasiarques et la cité, à une date encore précoce, comme c'est aussi le cas pour les bienfaits de Philétaïros aux Cyzicéniens. Qui étaient donc ces Léaniskoi dont il est question à Pharsale? Il est difficile de le savoir. La course au flambeau ne donne pas d'indice vraiment décisif, car peuvent y prendre part aussi bien les Paides que les Éphèbes ou les Néoi. Étant donné le spectre sémantique large du mot néaniskos, on doit vraisemblablement songer ici à un groupe d'âge situé entre 18 et 30 ans, sans qu'il faille postuler l'existence d'un contingent éphébique distinct, lequel n'est pas attesté par ailleurs en Thessalie. La patrie de Léonides, Halicarnasse, avait elle-même un gymnase de Néoi, l'un des tout premiers attestés en Asie mineure. Les 2 inscriptions qui en témoignent ont été datées par leur éditeur Adolf Wilhelm de l'époque de Ptolémée II, entre 275 et 250 avant Jésus-Christ. Philippe Gautier a suggéré de descendre sensiblement cette date, peut-être d'une 50aine d'années. Dans le premier document, c'est le numéro 4A, que vous avez dans l'édition de Léopold Mijotte, qui, dans sa livre de 1992, suit la date de Gautier. Un roi Ptolémée, après avoir reçu des ambassadeurs en la ligne 8 à 10, Prespeisamènes tes poléos, accorde sun echoresen au néoi le droit de disposer d'un gymnase et aux paides, aux garçons, pas enfants comme Mijotte le traduit, celui de reprendre possession de leur palestre, actuellement utilisé par les néoi, lignes 12 à 14.
Une fois la décision royale connue, les Halicarnassiens décident de remettre en état Episkeiane, dans la ligne 14, la construction du gymnase appelé Philippeion. Le texte indique clairement que la construction du gymnase était déjà avancée. Je serais tenté de croire, sans en avoir la preuve, qu'il s'agissait d'un édifice déjà existant auquel les Halicarnassiens auraient commencé d'adjoindre des aménagements afin de le transformer en un gymnase digne de ce nom. Le deuxième décret que vous avez aussi dans l'édition de Mijotte, dans un autre livre de 1984, qui encore suit la date suggérée par Wilhelm, est peu ou prou contemporain du premier, puisque le principal bienfaiteur mentionné, un certain Diodotos, dans la ligne 3, figure comme prytane dans l'intitulé du premier décret. Par son zèle, et en particulier grâce à un prêt sans intérêt, Diodotos a permis que les travaux fussent menés à bien. La datation repose uniquement sur la photographie du deuxième décret, qui est la photographie qui est plutôt partielle et médiocre, procurée par Wilhelm dans son édition. Aucune photo ni aucun estampage du texte numéro 1 est disponible. J'ai d'abord été assez séduite par la remarque de Philippe Gautier qui juge que l'écriture avec ses omégas et ses pi ornées d'ailerons semble assez nettement postérieure à la date proposée par Wilhelm. Mais il faut tenir compte d'un troisième document, un fragment de décret de Halicarnasse que Leslie Shear a mis en rapport avec Callias de Sphétos, cet Athénien bien connu, à vous aussi, du fameux décret athénien en son honneur, qui fut commandant d'un contingent de mercenaires pour le compte de Ptolémée Philadelphe. Il aurait été en poste à Halicarnasse dans les années 270 avant Jésus-Christ. Or, le décret halicarnassien, qui l'honore en toute probabilité, présente une graphie très proche de celle qu'on observe sur la photographie d'Adolf Wilhelm. C'est le texte C dans votre document. Merci. Je vous le montre toutes les deux. Ça, c'est le texte de Wilhelm du document B. Et ça, c'est le fragment C, bien que la première soit malheureusement peu distincte. Ici, j'ai essayé de les comparer. On voit très clairement, ou peut-être pas très clairement, en particulier les omégas ornés d'ailerons en bas dans le décret pour Callias. Déjà, dans ce décret, le pi, bien que difficile à distinguer sur l'écran, a aussi la même ornementation. Le fragment que vous avez ne se traduit pas facilement, mais on note quelques mots importants. Dans la ligne 4, Basiléa Ptolémaion, le roi Ptolémée. Dans la ligne 5, 6 et 7, quelque chose avec Stéphanosai couronné pendant les Dionysies avec Chryso Stéphano, une couronne d'or. Dans la ligne 9, encore Basiléa Ptolémaion. Et alors, dans la ligne 11, Pempein envoyé. Et dans la ligne 12, ça, on a Athénaï. Alors, Shear a émis l'hypothèse que Callias, si c'est bien lui, serait honoré pour être intervenu auprès de Ptolémée II en faveur des Halicarnassiens.
Dans un article sur Halicarnasse et les Ptolémées, Signe Isager, les deux références sont dans votre dossier, a poussé l'hypothèse un peu plus loin encore en suggérant que Callias pourrait s'être impliqué dans la question du gymnase local. Une hypothèse très incertaine, mais pas sans intérêt. Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'il faille soit abandonner l'hypothèse de Scheer en abaisser avec Gautier la date des 3 décrets, soit s'en tenir à la datation haute de Wilhelm. Nous aurions donc, en l'occurrence, l'exemple parfaitement clair d'un gymnase des Neoi en construction à une date assez haute. Quant au nom qu'il porte, le Philippeion, je m'en tiendrai aux remarques prudentes formulées par mes prédécesseurs. Il est impossible de savoir qui, à l'origine, donna son nom à l'édifice et il serait tout à fait vain de formuler des hypothèses. Je passe maintenant à un autre document, un document célèbre, le long décret de Samos pour l'évergète et homme politique Boulagoras, qui date de 247-46 ou de 243-42 avant Jésus-Christ et qui mentionne en passant, parmi les nombreux services que le bienfaiteur rendit à sa cité, le fait qu'il fut élu par le peuple épistate du gymnase. C'est le numéro 5 dans votre dossier, conformément à la loi Kata ton nomon, après la mort inopinée du détenteur de la charge, et qu'il prit soin de l'eukosmia, la discipline, le bon ordre, des éphèbes et des néoi. En l'occurrence, les deux groupes d'âge sont tout à fait bien distingués et le contrôle de la cité sur le gymnase ne fait aucun doute. L'archéologue allemand Wolfram Martini, dans son édition des fouilles du gymnase Das Gymnasium von Samos, a suggéré que le gymnase de Samos date à partir d'indices architecturaux du début du IIIe siècle et pourrait lui aussi être dû à l'initiative d'un courtisan lagide, en l'espèce le célèbre Callicrates de Samos, amiral de la flotte lagide enneigée et faiseur d'images, image maker de Ptolémée II. Une dédicace du peuple en son honneur a été découverte dans les fouilles du gymnase, ce qui n'est pas une preuve, loin de là, mais qui est quand même suggestif. Vous relèverez avec moi qu'il existe une certaine coïncidence chronologique entre les 3 exemples de Cyzique, Halicarnasse et Samos. Intéressons-nous maintenant au cas de Ilion en Troade et en particulier à un décret de cette cité instaurant des honneurs cultuels pour un roi Séleucos, très vraisemblablement Séleucos Ier, au lendemain de sa victoire sur Lysimaque à Couropédion en 281 avant Jésus-Christ. Le texte a été revu autrefois et sensiblement amélioré par Louis Robert, c'est le numéro 6 dans votre dossier. Le passage qui m'intéresse se situe aux lignes 5 à 10. Un autel doit être établi sur l'agora et le gymnasiarque y célébrera désormais un sacrifice au roi Séleucos le 12e jour, peut-être de chaque mois. Thusian de Suntelein, to Basile, Séleucos. Il faut supprimer ici Nikatoros. Nikatoros, Séleucou Nikatoros. C'est la ligne 7 à 8. Ton gymnasiachon epi tu bomur. Il organisera ensuite un concours agon de neoi, titeto de kai agona ton neon, kai ton ephebon, si l'on suit la restitution de Robert. À la fin de la ligne 9, l'epsilon se distingue parfaitement sur l'estampage de Berlin. La mention des néoi est donc certaine.
Mais les choses sont moins claires en ce qui concerne les éphèbes. Robert écrivait, je cite, « Ce culte est célébré avec le concours des éphèbes et des néoi, sans doute sur l'agora à l'autel du roi. En fait, la séquence néoi puis éphèbe est inhabituelle. On attendrait l'ordre inverse. Il faut donc plutôt songer à restituer dans la lacune un complément de lieu, par exemple ento gymnasio, ou de temps, te aute hemera, le même jour. Dans la suite du décret, on instaure une fête d'une ampleur bien plus grande, panthétérique, avec des concours musicaux, gymniques et hippiques, et je ne vous ai pas donné tout le texte. Il est malheureusement impossible d'affirmer que ce document nous livre le premier témoignage sur l'existence d'une éphébie en Asie mineure. Mais nous voyons en revanche qu'un groupe de néoi existait à Ilion à peu près à la même date qu'à Cyzique, Halicarnasse et Samos, et que le gymnasiarque en charge de ces néoi était un magistrat civique. L'existence d'un gymnase des néoi à Milète dans les premières décennies du IIIe siècle est suggérée par une inscription du sanctuaire de Didyme qui date de 41-40 avant Jésus-Christ. C'est Die Inschriften von Didyma 259, le numéro 7 dans votre dossier. Ce témoignage est généralement écarté, alors qu'il me semble particulièrement important. Dans ce texte, un prophète, un prêtre d'Apollon, un certain Eudémos, énumère les noms de ses illustres ancêtres. Kai pros patros, kai metros progonon aergeton tu demur. Pour pas moins de 5 d'entre ces progonoi, il précise qu'ils furent enterrés dans le gymnase qui était auparavant celui des néoi. Ce sont les lignes 25 à 27. Le plus ancien de ces ancêtres est celui qui est cité en premier. Parmi mes ancêtres, Anténor, fils de Xénarès, etc., etc. Anténor, fils de Xénarès, est un personnage haut en couleur sur lequel je reviendrai dans ma dernière conférence. De façon tout à fait exceptionnelle, il est possible de suivre les étapes de sa carrière avec un certain degré de précision. Il se rendit d'abord célèbre par ses victoires au Pancrace à Olympie en 308 et dans les autres concours panhelléniques de la même période, périodos, c'est un cycle de 4 ans, ce qui fait de lui un périodonychès. Son nom figure également dans une liste de vainqueurs du concours arcadien des Lycaea dans la catégorie des adultes, Andrès en 319 ou en 313 avant Jésus-Christ. La carrière d'un pancratiaste est nécessairement d'une durée assez courte, c'est un sport très violent, si bien qu'on peut supposer que Anténor avait environ 20 ans en 319 et était donc né vers 314 avant Jésus-Christ. En 306, il lui fut octroyé la citoyenneté athénienne, honneur insigne. À Milète, il fut stéphanéphore éponyme en 279-78, une charge revêtue en général à la fin de la vie publique d'un citoyen. Il devait alors avoir 60 ans environ. À moins de lui supposer une longévité hors du commun, il dut mourir dans les années 260 avant Jésus-Christ, ce qui nous fournit un terminus antequem pour le gymnase des néoi de Milète, où il fut enterré à titre public. Je ne comprends pas bien pourquoi la plupart des savants ont écarté ce témoignage comme peu digne de foi. Le seul qui lui a accordé du crédit est Édouard Chirica dans un article sur les funérailles publiques et les enterrements au gymnase. Tous les autres spécialistes, y compris Louis Robert et Philippe Gautier,
en ont jugé autrement, principalement parce qu'il leur paraissait peu crédible qu'un bienfaiteur ait été enterré au gymnase à titre public à une époque aussi haute, ce genre d'honneur étant généralement considéré comme typique de la basse époque hellénistique. Dans les inscriptions des prophètes de Didyme, qui sont des textes à caractère privé, visant à célébrer la gloire d'une famille, il n'était pas toujours absolument nécessaire, suppose-t-on, de respecter scrupuleusement la vérité historique. Eudémos, résumant avec orgueil l'histoire de sa lignée, aurait très bien pu, en l'occurrence, projeter dans un lointain passé une réalité propre à l'époque où il vivait lui-même. Mais Chirica objecte qu'il n'était sans doute pas si facile de déformer la réalité à ce point, quand tout un chacun à Milet pouvait aller vérifier de ses propres jeux l'existence de ces 5 monuments funéraires dans un lieu public accessible à tous. Quant au nom du gymnase lui-même, Gymnase Deneoi, il n'y avait aucune raison de l'inventer de toutes pièces. On pourrait ajouter que les fouilles spectaculaires de Petros Temelis au gymnase de Mécène, dans le Péloponnèse, nous ont depuis peu donné à voir des tombes monumentales édifiées à l'intérieur d'un gymnase dès le début de l'époque hellénistique. J'inclurai donc, avec prudence, le cas de Milète dans la liste des cités où les Néoi sont attestés dans les premières décennies du IIIe siècle. En outre, comme André Chankowski l'a montré au terme d'une discussion détaillée, l'existence d'une éphébie dans cette même cité est prouvée par le célèbre décret de 262-260 avant Jésus-Christ relatif au traité conclu entre Ptolémée II et les Milésiens et dans lesquels les éphèbes sont invités à prêter serment en s'engageant à rester fidèles à l'alliance et à l'amitié avec le roi Lagide. Le dernier cas que je souhaite examiner est celui de Héraclée du Latmos en Carie. Un dossier long et complexe, daté de 196-193 avant Jésus-Christ, magistralement édité et commenté par Michel Wörle, illustre les négociations entre la cité et Zeuxis, représentant du roi séleucide Antiochos III en Asie mineure. Après que les troupes du roi l'eurent prise par la force, parmi les privilèges que les ambassadeurs héracléotes demandaient aux Séleucides de rétablir en leur faveur, figure le droit de réserver une partie du produit des taxes du port prélevées en principe au profit du trésor royal et d'affecter cette somme à l'achat de l'huile pour les Néoi, comme auparavant. Hos proteron, c'est le texte B3 dans votre dossier. Ce privilège, dans le texte B2, aussi une lettre de Zeuxis, remonta aux origines ex arches, tout à la fin du fragment que vous avez, ex arches, comme les ambassadeurs le démontrèrent, document à l'appui, et avait été accordé à la cité par les ancêtres du roi. On peut avancer plusieurs dates possibles pour l'octroi de ce privilège par un roi séleucide. Le contexte le plus vraisemblable et aussi le plus précoce est celui des lendemains de la victoire de Séleucos Ier à Couropédion en 281, ce qui, là encore, suggère l'existence dès cette époque à Héraclée d'un groupe de Néoi et sans doute aussi d'un gymnase. Il vaut peut-être la peine de se demander si les Néoi et le gymnase d'Héraclée ne remontent pas en fait plus haute encore, c'est-à-dire à l'époque du satrape Asandros, homme macédonien, qui reçut la satrapie de Carie en 323.
Et la fondation de la cité elle-même autour de 315. Michael Wörle a suggéré dans une série d'articles récentes et pour moi très convaincantes que la sympolitie des petites communautés de Pidassa et Latmos, près de Milette, réalisée à l'initiative de ce personnage important et influent, avait sans doute pour but de fonder une cité entièrement nouvelle, probablement baptisée Héraclée. Comme l'écrit Wörle, je cite, « Sans une telle perspective, en effet, le projet d'Asandros était dépourvu de sens. » Dans la cité voisine de Mylassa, où Asandros avait sa résidence principale, une inscription très fragmentaire de 317 avant Jésus-Christ, datée elle aussi d'Asandros, mentionne la palestre dite de Nicanor, c'est un nom très macédonien, et aussi un gymnase. Peut-on penser que dans ces deux cités, Héraclée et Mylassa, l'institution du gymnase entretient un lien avec le satrape et plus généralement avec un contexte macédonien. Les documents que j'ai passés en revue indiquent tous de façon cohérente que c'est dans les toutes premières décennies du IIIe siècle que commencent à apparaître des groupes de néoi associés à un gymnase. Aucun de ces premiers gymnases ne donne l'impression d'être un établissement à caractère privé, bien que la palestre de Nicanor à Mylassa puisse avoir fondé par et pour des soldats macédoniens. Cette impression peut être due à la nature de notre documentation. Ce sont en effet d'abord et avant tout les institutions publiques qui attirent l'évergétisme, ou en tout cas qui témoignent par l'épigraphie de ce type de geste évergétique. J'en viens maintenant, dans la deuxième partie de cette conférence, à une inscription de la cité de Xanthos en Lycie, un document bien connu et souvent commenté. Elle a été découverte dans le Leto-On, le sanctuaire de Leto, Apollon et Artémis à 10 km au sud de la ville. Le texte a été publié par Philippe Gautier il y a une quinzaine d'années. Il s'agit d'un décret daté de 196 avant Jésus-Christ et du mois Gorpiaios. Il fut adopté alors que Xanthos, comme la plupart des cités lyciennes, venait tout juste de passer de l'autorité des Lagides à celle des Séleucides, à la faveur de la campagne militaire menée avec succès par Antiochos III. La cité, qui avait fait partie des possessions lagides depuis le début du IIIe siècle, ne devait rester séleucide que quelques années jusqu'en 189 avant Jésus-Christ. Le décret, dont vous trouverez le texte dans votre dossier sous le numéro 9, avec la traduction et restitution de Philippe Gautier, émane des Néoi de Xanthos, à la ligne 5, Edoxe Xantion tois Néois, et honore un bienfaiteur, Lyson, qui, à la demande des Néoi eux-mêmes, assuma la gymnasiarchie pendant 2 années de suite et construisit ou étendit le gymnase local. Comme l'a remarqué Philippe Gautier, on s'attendrait à ce que les Néoi aient consacré le décret dans leur propre gymnase plutôt que dans le principal sanctuaire de la cité. Il a vraisemblablement raison d'en conclure qu'une autorisation des autorités civiques fut requise avec le vote d'un décret pour obtenir un tel privilège. Il est probable que les Néoi envoyèrent une délégation officielle auprès du Conseil et de l'Assemblée chargée d'expliquer les raisons pour lesquelles ils avaient honoré ce gymnasiarque en particulier et de demander un endroit où consacrer la stèle. Nous avons d'autres exemples de décrets faisant mention explicite au début ou à la fin d'une pareille démarche des Néoi auprès du Conseil et de l'Assemblée, ce qui ajoutait sans doute du poids et du prestige aux honneurs conférés. Le décret lui-même et d'autres inscriptions contemporaines montrent que Lyson exerça sa charge
dans des circonstances particulièrement difficiles, à savoir la conquête de la cité par Antiochos III en 197 avant Jésus-Christ. Le roi Séleucide était récemment rentré de sa grande expédition en Orient, l'Anabase, où il s'était acquis le titre de Mégas, Basileus Mégas. Après avoir mis la main sur la Syrie lagide, il avait quitté les côtes syriennes à la tête d'une flotte de 300 navires, tandis que son armée terrestre, sous les ordres de ses deux fils, marchait déjà en direction de Sardes. Antiochos s'empara de toute une série de cités le long des côtés de Cilicie et de Lycie, la dernière étant Xanthos. Une inscription tout récemment publiée qui émane de Limyra, vous l'avez comme numéro 10, vous avez quelques lignes, voisine de Xanthos, est prise par le roi dans les mêmes circonstances, montre que le gymnase local dut être partagé pendant quelque temps entre les usagers habituels, vraisemblablement les néoi, et les soldats royaux stationnés dans la ville. On eut beau désigner un gymnasiarque spécialement responsable des soldats et mettre en place des horaires séparés pour les deux catégories de visiteurs, ce genre de situation ne pouvait que générer des tensions, voire des conflits. Un officier séleucide, dont la lettre est partiellement conservée et publiée par Michael Wörle, prit donc l'initiative de mettre un terme à ce compromis bancal et les néoi de Limyra purent, semble-t-il, reprendre possession de leur gymnase. Le gymnase de Xanthos échappa peut-être à la présence des troupes d'occupation. Il est même possible qu'il ait obtenu un certain nombre de privilèges en eu égard à l'importance toute particulière que possédait le sanctuaire du Létoon, et spécialement le dieu Apollon aux yeux d'Antiochos III. Il était ancêtre de la dynastie séleucide. Une dédicace gravée sur la porte principale de l'enceinte de la ville nous apprend que, je cite, le roi Antiochos le Grand a consacré la cité à Léto, à Apollon et à Artémis, Basileus Mégas Antiochos affierosen ten Polin, te Léto kaito Apolloni kaite Artemidi. Au nom de la parenté qui les lie entre eux, diaten synaptusan syngenean. On discute du sens précis de cette dédicace en ce qui concerne le statut de la cité. Les décrets civiques de Xanthos sont désormais datés par l'année de règne du souverain et le nom du grand prêtre séleucide Nicanor, ainsi que ceux du prêtre local du culte royal et du prêtre Propoléos, comme vous le voyez dans l'intitulé du présent décret. Autant de signes qui ne suggèrent guère l'autonomie. Lyson fut désigné gymnasiarque immédiatement après la prise de possession de Xanthos par les Séleucides. Il est plus que vraisemblable qu'il fut activement impliqué dans les négociations qui s'engagèrent alors entre le roi et la cité, que ses bonnes relations personnelles avec la nouvelle puissance hégémonique furent pour beaucoup dans son élection. C'est précisément ce que laisse entendre à mots couverts les lignes 32 à 34 du décret. Non seulement Lyson eut le souci permanent du bien de la cité et des néoi, mais aussi des pragmatas du roi. Philippe Gautier lui-même, revenant brièvement sur son article dans une notice du bulletin épigraphique de 1997, précisait ceci, je cite, « Il me semble que je n'ai pas suffisamment tenu compte pour la justification des honneurs cultuels du contexte politique. Il avait sans doute été choisi comme gymnasiarque très peu de temps après la campagne victorieuse d'Antiochos III, parce qu'il était philo-séleucide. Les néoi savaient, je suppose,
que son élection, puis sa réélection en 196 comme gymnasiarque, serait bien vue du pouvoir séleucide et qu'elle leur procurerait divers avantages. Fin de citation. Le geste tout à fait exceptionnel consistant à instaurer un culte pour Lyson sous la forme d'un autel placé à côté d'un autel de Zeus Sauveur, Sauteur, s'explique par les circonstances très particulières marquées par la tension politique et l'incertitude. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'on peut rendre compte à la fois de la situation politique et de cette relation dynamique qui existe entre les groupes locaux de Néoi et les rois hellénistiques et que nous avons déjà observé dans d'autres cités. Une relation évidemment capitale pour promouvoir et entretenir la loyauté envers le pouvoir royal. Je voudrais maintenant m'intéresser au passage des lignes 25 à 28. Après avoir expliqué pourquoi il serait utile, dans les circonstances difficiles que vit alors la cité, d'avoir à leur tête un homme comme Lyson, les Néoi écrivent « Nous l'avons prié d'assumer encore ce service l'année suivante, par ekalesamen auton kai eston echomenon eniauton, paras gestaiten chreian » et attendu que lui-même s'étant offert avec empressement, protumos, nous l'avons élu gymnasiarque. Les mots helometa auton sont, comme vous le voyez, largement restitués, mais la restitution due à Philippe Gautier est certainement la plus convaincante. Les Néoi élisaient donc eux-mêmes leur gymnasiarque et aucune instance civique n'intervenait dans cette procédure. Ni les magistrats, ni le conseil, ni l'assemblée. Les Néoi s'expriment à la première personne du pluriel. Du début jusqu'à la fin, l'élection, la prise de décision et l'octroi des honneurs relevèrent des Néoi et d'eux seuls. Et aucun honneur civique ne fut ajouté à ceux octroyés par les Néoi, même si, comme je l'ai indiqué auparavant, une autorisation fut nécessaire pour consacrer la stèle dans le Lettorum. Il faut en conclure, si l'on suit Gautier, que dans ces premières années du IIe siècle, le gymnase de Xanthos était une institution autonome, régie par le groupe autonome des Néoi, qui élisait son propre gymnasiarque sans que la cité s'en mêle. Cet état de fait impliquait l'autonomie financière, c'est-à-dire la gestion par les Néoi de leurs propres fonds et la jouissance de revenus réguliers. Au jeu de Philippe Gautier et d'autres savants qui le suivent sur ce point, cette autonomie n'est qu'une étape dans le processus de développement du gymnase au sein de la cité. Un tel schéma des relations entre gymnase, Néoi et cité s'inspire en grande partie de ce que l'on observe dans la loi gymnasiarchique de Béroya. Vous voyez sur l'écran le passage clé de ce texte avec la traduction de Gautier et Atsopoulos. Vous l'avez aussi dans le dossier de la semaine dernière. Les éditeurs supposent que jusqu'à ce que cette loi fut adoptée, le gymnase de Béroya avait été une institution privée gérée par ses propres usagers et que jusque-là, les Néoi avaient élu eux-mêmes leur gymnasiarque. Dans son commentaire du S&G, Henry Plequette a cependant relevé que le texte lui-même ne dit explicitement rien de tel, mais qu'il place désormais le gymnasiarque qui, qualifié implicitement de arché, sur un pied d'égalité avec les autres archai, epei kai hai alai archai kata nomon archusin, et rend le gymnasiarque désormais responsable devant la loi. À strictement parler, on ne peut tirer des lignes 22 à 23, he polis hai reisto gymnasiarchon, la conclusion que le gymnasiarque était auparavant élu par les Néoi et non par la cité. Il est possible qu'on ait simplement institutionnalisé une pratique d'élection déjà en usage, mais non codifiée.
L'interprétation de Plequette doit, me semble-t-il, être examinée avec attention. Si on la suit jusqu'au bout, il faut admettre que l'adoption de la loi gymnasiarchique ne signifie pas nécessairement que la cité n'avait pas son mot à dire jusque-là dans l'élection du gymnasiarque. Quoi qu'il en soit de la loi de Beroya et des problèmes spécifiques qu'elle pose, le modèle d'une transition privée-publique, ou encore, pour reprendre une expression de Christoph Schuler, de l'étatisation, Verstaatlichung du gymnase a fortement influencé le regard porté par les historiens sur la relation entre les néoi, premier groupe d'usagers, et la communauté civique, c'est-à-dire la police et ses instances du gouvernement. Dans le cas précis de Xanthos, ce modèle a conduit à supposer que la cité n'avait pas encore établi son contrôle sur le gymnase en élisant annuellement le gymnasiarque dans l'assemblée et sans doute aussi en le tenant pour responsable de la discipline et de la gestion financière du gymnase. Cette conclusion n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. À la ligne 25, Lison est dit avoir accepté de bon gré ten kata ten gymnasion archen. Gautier traduit ici le mot arché par ce service, alors qu'il signifie bien charge ou magistrature. Si les néo-élisaient eux-mêmes leur gymnasiarque, comment devons-nous nous représenter cette procédure? Invita-t-il des citoyens à se porter candidats? Est-ce que des candidats se proposaient d'eux-mêmes? Leur nom était-il suggéré par le gymnasiarque sortant? Ou bien les candidats étaient-ils sélectionnés ou proposés à partir d'une liste établie par la cité, le conseil ou les magistrats? Nous n'en savons rien, mais je serais tenté de croire que la procédure comportait un volet civique. Au début du décret, ligne 4, on lit la formule « Edoxe xantion tois neois ». Il s'agit des néoi de Xanthos, et l'expression est strictement similaire aux formules de sanction du type « Il a plu au conseil et au peuple ». On ne parle pas simplement de « hoi aleifomenoi », ceux qui soignent, ni de « hoi ectu gymnasiu », ceux du gymnase, ni même de hoi neoi tout court. Il faut accorder un sens plein à la précision xantion. Il s'agit des néoi xantiens, ou si vous préférez, des xantiens qui sont néoi. Par conséquent, malgré l'autonomie et la séparation apparente, je croirais volontiers que les néoi sont bien plus intégrés au corps civique qu'il n'y paraît à première vue, et même que l'élection du gymnasiarque était sans doute, d'une manière ou d'une autre, soumise à l'approbation de la cité. Pour le dire autrement, il est possible que le contraste apparent entre une phase pendant laquelle le gymnase était encore une institution privée, gérée par ses propres usagers, et une seconde phase où la cité en aurait pris le contrôle, soit une illusion d'optique provoquée par le cas unique de Beroya. Je vous remercie pour votre attention.